Dans cette 8e vidéo de notre série What the F***, nous quittons définitivement la lumière pour entrer dans les profondeurs. Dans cet épisode, nous allons nous consacrer à un sujet controversé, s'éloignant du crédible et s'approchant de la croyance. Ce qui sera le cas pour tous les prochains épisodes de cette série. Mais aujourd'hui, nous nous consacrons à l'opération High Jump menée par l'amiral Byrd en Antarctique après la Seconde Guerre mondiale. Bienvenue dans Phénomène. C'est le 26 août 1946 que l'opération High Jump a démarré. Officiellement nommée The United States Navy Antarctic Development Program, que l'on peut traduire par Programme de développement de la marine des États-Unis en Antarctique, l'opération fut menée par l'armée américaine jusqu'à fin février 1947. L'opération comprenait 4700 hommes, 13 bateaux et 33 avions, soit moins de 1% de la force armée des États-Unis de l'époque. D'après le rapport officiel de la marine américaine, l'opération avait 5 objectifs. Premièrement, l'entraînement du personnel et le test des équipements dans un environnement particulièrement froid. Le second objectif, qui n'a été reconnu qu'à la fin de l'opération, était d'étendre la souveraineté américaine dans la plus large partie praticable de l'Antarctique. Le troisième objectif était de déterminer la faisabilité d'une base sur place, que ce soit en termes de construction, mais aussi d'entretien, et donc trouver une zone où établir une telle base. Le quatrième objectif était de développer des techniques pour établir des bases aériennes sur la glace. Enfin, le dernier objectif était d'accroître les connaissances américaines en électromagnétisme, en géologie, géographie, hydrographie et météorologie dans la zone. Durant le temps de la mission, plusieurs hommes ont perdu la vie en raison de dysfonctionnements d'appareils liés au froid ou directement en raison des conditions climatiques. Mais alors, pourquoi évoquer cette opération dans cette vidéo ? Parce que bien des années plus tard, des extraits du journal secret du directeur de l'opération, l'amiral Byrd, auraient été dévoilés durant la seconde moitié du XXe siècle, avant d'être repris par plusieurs auteurs qui en ont fait des livres. D'après ce journal secret et qui aurait été perdu avant de réapparaître, l'amiral Byrd aurait fait une découverte incroyable le 19 février 1947, vers la fin de l'opération High Jump. La légende raconte qu'à leur retour sur les côtes chiliennes, après la fin de l'opération, l'amiral Byrd aurait donné des interviews rapportant sa découverte. Nous n'avons trouvé aucune trace de ces interviews, aussi si tu as plus d'informations que nous, n'hésite pas à les partager en commentaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, précisons que l'amiral Richard Byrd était non seulement décoré de la médaille d'honneur pour ses actions héroïques lors de la Seconde Guerre mondiale, mais qu'il était aussi un important explorateur américain, l'une des rares personnes de son époque à avoir été à la fois au pôle Nord et en Antarctique. Quoi qu'il en soit, le journal secret qu'aurait tenu Byrd pendant l'expédition rapporte une entrée incroyable pour la journée du 19 février. Alors qu'il survole l'Antarctique à bord d'un avion escorté par d'autres appareils, il note dans son journal secret que ces appareils de mesure rapportent des incohérences liées, selon le journal, à des perturbations électromagnétiques. À 10h05, il survole une vallée où il identifie un mammouth avant de rapporter 25 minutes plus tard une étendue de collines verdoyantes. Son thermomètre indique alors une température de 23 degrés. Il rapporte également qu'à ce moment-là, les instruments semblent à nouveau fonctionner normalement. Une heure plus tard, à 11h30, une nouvelle entrée rapporte que le paysage est davantage plat et qu'en face de lui, il semble voir une ville. Il rapporte également que l'avion semble plus léger, presque flottant dans les airs. Il rapporte alors avoir perdu le contrôle des instruments de vol et qu'il est à présent accompagné par d'étranges avions en forme de disque qui se rapprochent de lui jusqu'à ce qu'il voit sur les appareils une croix gammée. Il serait alors pris dans une sorte d'étau sans possibilité de reprendre le contrôle de son avion, contrôlé à distance par les disques volants arborant les croix gammées. 5 minutes plus tard, il aurait ajouté une nouvelle entrée au journal où il explique que sa radio aurait commencé à recevoir une réception avant qu'une voix ne déclare, en anglais, avec un accent nordique ou allemand, qu'il était le bienvenu dans leur domaine. La voix aurait ajouté qu'ils allaient le faire atterrir dans exactement 7 minutes et qu'il était entre de bonnes mains. Il aurait alors réalisé que ses moteurs ne tournaient plus et que l'avion était sous l'effet d'un étrange contrôle. 5 minutes plus tard, une nouvelle entrée du journal précise qu'il aurait reçu un autre message radio disant que le processus d'atterrissage était en cours avant de finalement toucher terre avec délicatesse. Encore 5 minutes plus tard, le journal présente la dernière entrée qui dit que plusieurs hommes approchent de l'appareil. Ces hôtes seraient grands et blonds. Au loin, il y aurait d'intenses lumières qui émettraient les couleurs de l'arc-en-ciel qu'ils n'arrivent pas à identifier. La dernière entrée rapporte également que ces hôtes ne semblent pas hostiles et ne présentent pas d'armes. Il aurait enfin entendu une voix leur donnant nommément d'ouvrir la porte du cargo, ce qu'il aurait fait. Mais le récit ne s'arrête pas là.
Si le journal n'aurait pas d'autre entrée en temps réel, Bird aurait poursuivi le rapport de son expérience sur la base de ses souvenirs. Ainsi, il aurait été débarqué avec l'opérateur radio de son avion avant de monter sur une plateforme flottante qui les aurait conduits avec leurs hôtes jusqu'à la ville qu'il aurait aperçue. En approchant de la ville, qui serait faite d'une sorte de cristal inconnu, il découvre un immeuble de type également inconnu. Arrivé à la ville, on lui aurait donné une boisson chaude qui avait le goût de rien de connu, mais qui aurait été délicieuse. Ils auraient ensuite été conduits à leur quartier avant d'être rejoints par 2 hôtes qu'il qualifie de merveilleux et qui lui disent qu'il doit les accompagner, ne lui laissant que le choix de coopérer. Il aurait alors abandonné son opérateur radio dans leur quartier pour suivre les hôtes dans une sorte d'ascenseur. Avec ses hôtes, il serait descendu pendant un moment avant que les portes ne s'ouvrent sur un couloir éclairé par une lumière rose qui semble émaner des murs. Bird aurait remarqué une inscription qu'il n'arrive pas à déchiffrer au-dessus d'une porte devant laquelle il s'arrête avant qu'elle ne s'ouvre en silence. C'est alors que l'un de ses hôtes aurait déclaré « N'ayez pas peur, amiral, vous allez avoir une audience avec le maître ». Il est alors invité à entrer dans la pièce qu'il décrit comme remplie de couleurs et qu'une fois ses yeux ajustés au merveilleux visuel, il découvre la présence d'un bel homme, aux traits délicats, assis à une longue table. Bird est alors invité à s'asseoir à la table face à son interlocuteur. Une fois assis, le maître lui aurait déclaré qu'il l'aurait laissé entrer dans leur domaine en raison de sa noblesse de caractère et de sa notoriété à la surface. Le maître indique alors à l'amiral qu'il est dans le domaine de Harlani, le monde intérieur de la Terre. Le maître lui explique alors pourquoi il a été convoqué ici. Il dit à Bird que leur intérêt pour la civilisation à la surface a commencé après les détonations atomiques de Nagasaki et Hiroshima, et que c'est suite à ces actes alarmants qu'ils ont envoyé leur machine volante, ou Fluggrads, pour enquêter sur ce que la race humaine avait fait. Le maître ajoute qu'ils n'ont jamais interféré avec notre race, ses guerres et sa barbarie, mais qu'à présent, cela était nécessaire. Il ajoute encore que ces émissaires ont déjà prévenu les puissances du monde et que ces dernières n'en auraient pas tenu compte. Bird aurait donc été choisi pour témoigner de la réalité de leur monde, de leur culture et de leur science qui a des milliers d'années d'avance sur la race humaine. Face à l'interrogation de Bird quant à son rôle dans tout ça, le maître lui dit que la race humaine a atteint un point de non-retour, certains humains étant prêts à sacrifier leur monde plutôt que de perdre leur pouvoir. Le maître ajoute que leurs tentatives de contact avec la race humaine ont été accueillies avec hostilité, faisant référence aux fameux Foo Fighters de la Seconde Guerre mondiale. Le maître prédit des catastrophes à venir qui mèneront à un nouvel âge des ténèbres, duquel certains humains pourraient survivre. Ils seront alors accompagnés par le maître pour reconstruire le monde et les humains survivants auront alors appris la futilité de la guerre. C'est ainsi que se serait conclu l'entretien de l'amiral Bird avec le maître. Bird aurait ensuite été escorté par les 2 autres rencontrés plus tôt qui le raccompagnent à son avion et qui le font décoller avant de le laisser reprendre les commandes de son avion qu'il ramène à la base de l'opération High Jump. Si le récit fantastique est divertissant, rien ne permet d'en prouver la véracité. Certains invoquent les importantes mesures de sécurité visant à éviter la présence humaine en Antarctique comme preuve de l'existence de cette entrée vers la Terre creuse. Mais officiellement, l'accès contrôlé à l'Antarctique vise surtout le bon déroulement d'études d'une Terre encore totalement sauvage qu'il faut préserver. De même, les récits faisant état d'une Terre creuse habitée par une mythique civilisation ne sont pas une nouveauté, même pour l'époque. Le premier à avoir théorisé une telle hypothèse serait Edmond Halley, scientifique anglais du XVIIe siècle. D'autres récits liés à l'opération High Jump évoquent la présence de bases secrètes nazies équipées de technologies incroyables. Certains de ces récits évoquent même que les pertes américaines lors de l'opération seraient dues à des affrontements entre ces nazis et les forces armées américaines qui seraient reparties sans avoir pu vaincre leur ennemi, mais on y reviendra dans une autre vidéo. Que l'on croit ou non à l'existence du journal secret de l'amiral Bird, il y a fort à parier que nous ferons de nouvelles découvertes en Antarctique dans les années ou décennies à venir, en partie en raison du réchauffement climatique. Alors, l'Antarctique révélera-t-elle l'existence d'une civilisation inconnue, comme celle décrite dans ce journal perdu puis retrouvé ? Donne-nous ton avis en commentaire. On espère que cette vidéo t'a plu et on te remercie de l'avoir regardée. N'hésite pas à partager la vidéo et à mettre un like, ça nous aide énormément. Et si tu veux encore plus aider la chaîne, tu retrouveras en description le lien vers notre page Tipeee, ainsi que le lien vers l'iceberg et la bibliographie de cette vidéo. À vendredi prochain pour un nouvel épisode de cette série où nous parlerons cette fois des documents controversés autour de Majestic 12. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour être sûr de ne pas la rater.